Mes chers collègues, nous allons poursuivre donc nos travaux, les travaux de cette journée qui ont déjà démarré ce matin. En votre nom, bien sûr, je souhaite la bienvenue à la présidente de la 6e chambre et aux magistrats de la Cour des comptes qui viennent nous présenter donc 2 séries de travaux qui viennent d'être publiés. Il s'agit des rapports sur la certification des comptes de la sécurité sociale pour 2022 et du rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce dernier rapport, qui était jusqu'alors présenté au début de l'automne, avant l'examen du PLFSS, obéit désormais à un nouveau calendrier. En effet, avec l'entrée en vigueur de la réforme organique de 2022, c'est la première année où le Parlement est saisi d'un projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Ce projet de loi a été présenté en Conseil des ministres ce matin et sera examiné en commission mercredi prochain, puis en séance publique le mardi 6 juin. Dans cette perspective, l'ensemble des travaux de la Cour seront particulièrement utiles donc au Parlement et je vous remercie donc, Madame la Présidente, de venir nous les présenter dès aujourd'hui et de répondre ensuite aux questions des commissaires. Donc je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de votre invitation. Le Premier Président aurait souhaité être là lui-même pour vous présenter ces 2 rapports. Il en a été empêché. Je viens donc vous le présenter avec Nicolas Fourier, rapporteur général, Jean-Luc Fulachier, président de la première section, et Thibault Perrin, rapporteur général adjoint. Ce rapport est établi, comme chaque année, dans le cadre de la mission constitutionnelle d'assistance de la Cour au Parlement. Mais c'est une grande première, vous l'avez dit, Madame la Présidente, ce rapport accompagne désormais le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, équivalent de la loi de règlement, présentée pour la première fois et discutée au Parlement pendant le mois de juin, et non plus le projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne, comme c'était le cas jusqu'à présent. C'est une avancée importante pour nous en termes de gouvernance des finances sociales, réforme que la Cour a souhaitée, et nous nous réjouissons que le Parlement ait à connaître dorénavant de l'exécution des recettes et des dépenses comme moment d'évaluation et de bilan des politiques publiques conduites par la sécurité sociale. Ce rapport restera un exercice annuel et traditionnel pour la Cour. Il intervient toutefois dans un contexte un peu particulier cette année, à plus d'un titre. D'une part, avec la fin de l'urgence sanitaire liée à la Covid, fin de l'urgence déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, avec l'affaiblissement assez sensible de la croissance en raison du choc d'inflation et des conséquences de l'invasion russe en Ukraine, et avec plus généralement une grande incertitude sur l'évolution des paramètres macroéconomiques. La première partie du RALS analyse les comptes 2022 de la sécurité sociale et leurs perspectives pour les quelques années à venir. Ceux-ci resteront durablement dégradés, malgré une amélioration temporaire en 2023. Un effort de redressement durable des finances de la sécurité sociale est donc absolument nécessaire. Sans lui, nous n'aurons pas les marges de manœuvre nécessaires pour investir dans l'avenir. Nous devons aussi faire face aux coûts associés à l'augmentation rapide ces prochaines années du nombre de personnes âgées dépendantes, dans des conditions leur permettant de vivre dignement. Et il est enfin nécessaire de ne pas transférer aux générations futures le financement de nos dépenses courantes. Cette responsabilité collective, ce contrat entre les générations nous oblige. Nous devons donc être très attentifs à la qualité de la dépense sociale, comme d'ailleurs à la qualité de toute dépense publique. Le RALS que je vous présente aujourd'hui, je commencerai d'abord par le rapport de certification, mais le RALS que je vous présente aujourd'hui trace des pistes pour améliorer l'utilité, l'efficacité des dépenses de sécurité sociale, bref, le service rendu aux citoyens. Il fournit plusieurs illustrations de ce qui pourrait être amélioré à travers un bilan de mesures ou de réformes portées par les récentes lois de financement de la sécurité sociale. C'est la deuxième partie du rapport. Et en s'intéressant à des domaines ou à des sujets qui n'ont pas, à notre sens, bénéficié d'une attention suffisante ces dernières années et qui font l'objet de la troisième partie de notre rapport. Ces 2 préoccupations, à la fois financières et qualitatives, sont ainsi, cette année encore, au cœur de notre rapport. Plutôt que d'en détailler successivement les différents chapitres, je souhaiterais ici en souligner les 5 principaux enjeux.
Le premier enjeu a trait aux conditions de certification des comptes des caisses et des branches du régime général de la sécurité sociale par la Cour des comptes. J'y viendrai tout à l'heure. Le deuxième enjeu a trait à la situation financière actuelle et future de la sécurité sociale. Le troisième est lié à la réforme de notre système de santé. Le quatrième est lié à l'amélioration du service rendu aux usagers. Et le cinquième, enfin, concerne la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Concernant tout d'abord les comptes de la sécurité sociale et leur certification, nous attirons cette année l'attention sur 4 points qui figurent à l'écran derrière moi. En premier lieu, la comparabilité des produits et du résultat entre les années 2022 et 2021 n'est pas assurée. Des produits de prélèvements sociaux sur les travailleurs indépendants qui auraient dû être comptabilisés en 2020 l'ont été en 2021. Lors de l'examen du projet de loi de financement pour 2023, le Parlement, contre l'avis du gouvernement, a pris en compte la correction demandée par la Cour et a en conséquence approuvé pour 2021 un montant de recettes de 5 milliards d'euros inférieur à celui qui ressort des comptes approuvés par les branches du régime général. Les organismes nationaux du régime général et leurs tutelles ont toutefois refusé à la Cour d'établir des comptes pro forma de l'exercice 2021. Il y a donc un écart constant de 5 milliards d'euros entre les comptes 2021 approuvés par les caisses nationales et les tableaux d'équilibre approuvés par le Parlement. La comparabilité entre 2022 et 2021 n'a donc pas été possible. En deuxième lieu, nous avons refusé de certifier les comptes de la branche famille, en raison des insuffisances du contrôle interne de cette branche pour l'essentiel. En effet, les erreurs qui affectent les prestations 9 mois après leur mise en paiement représentent près d'un quart des montants versés de primes d'activité, 1/6 des montants versés de revenus de solidarité active et 1/8 des aides au logement. De plus, l'indicateur de risque financier résiduel à 24 mois indique que les rappels et les indus, c'est-à-dire les montants dus à des bénéficiaires ou les montants versés à des bénéficiaires indûment, on a les deux. Donc ces montants qui ne seront jamais corrigés se montent à 5,8 milliards d'euros. Ce montant a doublé en seulement 4 ans. La CNAF met en œuvre des contrôles insuffisants et ne s'est pas dotée d'une stratégie de redressement à court terme. C'est la raison pour laquelle nous avons refusé de certifier. Nous pourrons, si vous le souhaitez, entrer davantage dans les détails tout à l'heure. En troisième lieu, la Cour réitère ses critiques sur l'absence de combinaison des comptes, on ne parle pas de consolidation, mais de combinaison des comptes, de la branche vieillesse avec ceux du Fonds de solidarité vieillesse, et sur l'absence d'engagement hors bilan pour les retraites futures, comme le fait par exemple l'État. Côté État, on a bien, hors bilan, un engagement pour les retraites futures des fonctionnaires. Ça n'est pas le cas pour les comptes de la sécurité sociale. Nous l'avons déjà mentionné, nous le redisons cette année, et c'est un point d'alerte. Le quatrième et dernier point d'alerte porte sur la gestion de l'indemnité inflation exceptionnelle qui a été versée d'un montant de 100 €, versée par les organismes de sécurité sociale à 38 millions de Français. Alors, ce n'est pas tant sur les montants que nous attirons l'attention, parce que les montants d'indus, donc de sommes indûment versées au titre de la prime inflation, se montent à 170 millions d'euros. Donc, au regard des 3,8 milliards, on peut dire que c'est relativement peu. Mais nous attirons l'attention sur ce point parce que la récupération des indus est non seulement incertaine, mais quasiment impossible, du fait même de la conception initiale de cette prime inflation et de ce qui a été prévu, ou plutôt non prévu, pour la récupération des indus au moment où elle a été créée. L'ensemble de ces travaux de certification des comptes de la sécurité sociale ont contribué à alimenter la première partie du RALS, qui est la partie financière. Ce qui m'amène à évoquer maintenant la situation financière actuelle de la sécurité sociale ainsi que ses perspectives pour les prochaines années. C'est le deuxième enjeu, donc, souligné par notre rapport. Le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s'établit en 2022 à 19,6 milliards d'euros, un niveau très élevé. Il devrait néanmoins s'améliorer assez substantiellement en 2023 à 8,2 milliards sous l'effet d'un reflux de la crise sanitaire et d'une vive progression de la masse salariale qui constitue, comme vous le savez, l'assiette principale des recettes de la sécurité sociale.
Cette tendance favorable pour 2023 devrait toutefois s'interrompre dès 2024 et le déficit de la sécurité sociale recommencer à augmenter. En effet, si la réforme des retraites promulguée le 14 avril 2023 aura des effets favorables sur les soldes de la branche vieillesse, il est avéré qu'elle ne devrait pas permettre à elle seule de rétablir les comptes à l'horizon 2030. Le régime général, et plus encore celui géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, pour les agents de la fonction publique locale et de la fonction publique hospitalière, resteraient, quant à eux, structurellement déficitaires. Dans ces conditions, la question du financement des déficits sociaux se posera dès l'exercice 2024. La COS ne sera pas en effet en mesure de prendre en charge ces déficits. La Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, ne pourrait le faire, quant à elle, qu'au prix d'une nouvelle prolongation de sa durée au-delà de 2033, dont la contrepartie, si elle était décidée, devrait, à notre sens, être un programme de réforme structurelle. Le respect de la trajectoire prévue de dépenses pour l'ONDAM. Maintenant, intéressons-nous à l'assurance maladie. Donc, le respect de la trajectoire prévue pour les dépenses maladie suppose que... la trajectoire de dépenses générales suppose que l'ONDAM, qui en représente une bonne partie, soit respectée. Or, les dépenses d'assurance maladie progressent à vive allure depuis 2021 en raison non seulement des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire et des mesures décidées dans le cadre du Ségur de la santé, mais aussi, comme le montre le graphique que vous voyez, c'est notamment la courbe jaune, du fait d'une forte croissance de la dépense, notamment pour les indemnités journalières et pour les produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux. L'objectif 2023 et la prévision pour les années ultérieures marquent sans doute la volonté des pouvoirs publics de donner un coup d'arrêt à cette progression, avec une hypothèse de progression de l'ONDAM particulièrement volontariste, inférieure à la prévision d'inflation pour 2023 et 2024. Nous recommandons que des mesures correctrices soient déclenchées en cas de dérapage, quelle qu'en soit la cause, et que les dispositifs de régulation soient mis en œuvre pour l'ensemble des secteurs qui n'en disposent pas encore, notamment pour les soins de ville et pour les indemnités journalières. Un point de fragilité particulier est celui de l'évolution des déficits de la dette, et de la dette de l'hôpital public, qui n'entre pas dans le champ de l'ONDAM, la dette de l'hôpital public. La loi organique du 14 mars 2022 a créé une nouvelle annexe, l'annexe numéro 6, aux lois de financement de la sécurité sociale, qui doit permettre de s'assurer que les recettes des hôpitaux sont suffisantes pour leur permettre d'investir dans leur modernisation sans augmenter leur dette, déjà considérable puisqu'elle s'élève à 30 milliards d'euros. Pour permettre un réel suivi de la situation financière des établissements de santé, nous recommandons d'accélérer le calendrier de versement des dotations de fin d'exercice aux hôpitaux publics, actuellement versées à la mi-mars de l'année suivante, beaucoup trop tardivement, et nous recommandons d'accélérer le calendrier d'établissement de leurs comptes, actuellement bouclé en juillet de l'année N+1. Il faut aussi homogénéiser les informations financières entre hôpitaux publics, cliniques privées, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. J'en viens maintenant au troisième enjeu, central pour l'avenir de l'assurance maladie, celui de l'efficience de notre système de santé, notamment des soins de ville. Ce chantier doit être envisagé avec beaucoup de clarté, de détermination et de constance dans le temps. Nous l'illustrons à travers 3 exemples. Ces exemples portent sur les expérimentations engagées par la loi de financement de la sécurité sociale 2018, dite expérimentation article 51. L'autre exemple, le deuxième exemple, porte sur la situation des SAMU et des SMUR, et le troisième sur les actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Nous avons examiné tout d'abord le cadre dans lequel quelques 120 expérimentations ont été engagées depuis 2018 pour tester de nouveaux modes de tarification ou de nouveaux modes d'organisation des soins. La Cour est pleinement consciente que réformer notre système de santé n'est pas chose simple. L'expérimentation est utile pour mieux adapter la réforme aux besoins, mais aussi pour démontrer par l'exemple, en permettant aux professionnels de santé de s'approprier de nouveaux modes de travail, de nouveaux modes d'organisation plus collaboratifs et coordonnés. Mais nous constatons que jusqu'ici, rien n'a été fait pour préparer la généralisation des règles après leur expérimentation. La Cour rappelle par conséquent
que lorsque les doutes sont levés sur l'utilité de certaines évolutions, il est impératif de mettre en œuvre ces dispositifs dès que possible. La technique de l'expérimentation ne doit pas devenir un moyen dilatoire pour repousser l'engagement de réformes utiles à nos concitoyens qui permettraient des soins plus efficaces, de meilleure qualité et plus économes des ressources de l'assurance maladie. Nous avons aussi souhaité examiner la situation de la régulation médicale autour des SAMU et des SMUR et du nouveau concept des services d'accès aux soins, les SAS, censés apporter une solution aux demandes de soins restées sans réponse de la médecine de ville. Nous avons constaté que depuis 2014, le nombre d'appels reçus par les SAMU a augmenté de près de 22%. Nous constatons dans le même temps que, du fait d'un rattrapage nécessaire, puis de la création des SAS, le coût total des dispositifs concourant au fonctionnement de la régulation médicale a augmenté de 46%. Entre 2016 et 2022, augmentation qui pourrait même atteindre 62% en 2023. Alors, s'il était normal que les SAMU et les SMUR bénéficient d'un rattrapage de moyens, le succès des investissements dans les services d'accès aux soins dépendra en grande partie de la capacité de la médecine libérale à se mobiliser et à s'organiser afin que toute personne ayant besoin d'être examinée par un généraliste en ville puisse bénéficier d'une consultation dans les 48 heures. La Cour sera très attentive à ce que cet objectif fixé au SAS soit atteint et mesuré. Enfin, la Cour aura l'occasion, dans le cadre de l'exercice de la revue des dépenses publiques, de revenir fin juin sur les enjeux d'efficience des soins de ville, qui représentent près de la moitié de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. En attendant, nous avons porté un regard critique sur les économies figurant chaque année en annexe au PLFSS au titre de ce qui est communément appelé la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Nous démontrons le caractère artificiel des économies présentées et notre démonstration n'est pas contestée par l'administration ni par l'assurance maladie. En outre, force est de constater que les actions conduites jusqu'ici par l'assurance maladie pour rendre plus efficientes les dépenses de prescription des médecins de ville n'ont pas été efficaces. Si l'on regarde la consommation de médicaments génériques, par exemple, la France reste dans une situation peu favorable en Europe. Nous privilégions toujours le médicament princeps et la consommation de génériques est 2 fois plus faible en France qu'en Allemagne. J'en arrive maintenant à mon 4e enjeu, celui de la qualité du service rendu aux usagers. Nous l'illustrons par 4 exemples qui montrent à des degrés divers l'importance des efforts à consentir pour justifier de l'usage pertinent de sommes considérables mises dans notre système de sécurité sociale. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à l'objectif de parité des pensions servies aux hommes et aux femmes. Prévu par le Code de la sécurité sociale, il est loin d'être atteint. Les femmes perçoivent en moyenne une pension de retraite inférieure de 28% à celle des hommes en 2020, mais l'écart de pension hors réversion est plus important encore, égal à 40%. Sans ces dispositifs de solidarité et sans réversion, la pension moyenne de droit direct des femmes serait inférieure de 50% à celle des hommes. Ces écarts ne seront pas substantiellement modifiés par l'application des mesures portées par la loi de réforme des retraites. Environ 50 milliards d'euros sont dépensés chaque année à travers des mécanismes complexes, des droits familiaux de retraite et des dispositifs de réversion. Nous sommes convaincus que la remise à plat de ces dispositifs permettrait de les rendre plus efficaces avec un moindre coût pour la collectivité. Nous avons également examiné les règles et la gestion de l'indemnisation des congés de maternité et de paternité. Nous constatons les limites des politiques d'alignement des règles applicables aux non-salariés sur celles applicables aux salariés eux-mêmes ou elles-mêmes. Même avec des droits désormais quasi identiques, les indépendantes et les exploitantes agricoles prennent moins de congés maternité que les mères salariées. Par ailleurs, nous constatons que la gestion des indemnités par les caisses de sécurité sociale est d'une qualité très insuffisante, avec des délais de versement anormalement longs, ce qui pénalise les assurés concernés. Le caractère perfectible de la gestion de la sécurité sociale apparaît aussi à travers les litiges qui opposent les assurés sociaux et les organismes de sécurité sociale. Chaque année, les assurés sociaux déposent près de 70 000 recours devant les tribunaux. Plus de 100 000 dossiers sont auparavant soumis aux instances précontentieuses des caisses. Nous soulignons qu'une intervention accrue de médiateurs doit être favorisée pour éviter que les litiges ne se terminent devant les tribunaux. Par ailleurs,
nous considérons que des simplifications sont à apporter pour éviter que les assurés ne soient contraints, dans certains cas, à saisir 2 juges différents pour les mêmes motifs. On peut citer notamment les différences sur l'attribution de la carte mobilité inclusion qui dépendent du juge judiciaire s'agissant de la carte mobilité inclusion pour handicapés, mais du juge administratif s'agissant de la carte mobilité inclusion stationnement. Sur ces enjeux d'efficacité et de qualité de service public de la sécurité sociale, nous avons enfin souhaité donner un coup de projecteur sur le régime social des marins. Et les difficultés majeures que rencontre ce régime depuis plusieurs années. Les conditions d'une gestion efficace de la sécurité sociale ne sont absolument plus garanties par ce régime et une évolution en profondeur est indispensable, qui passe notamment par un alignement progressif sur le régime général. On pourra y revenir en détail si vous le souhaitez. Pour finir, j'en viens maintenant au 5e et dernier enjeu, celui de la lutte contre les fraudes aux prestations sociales, enjeu auquel vous êtes particulièrement sensible. C'est un sujet qui ne laisse personne indifférent et qui est au cœur du plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques dévoilé en mai par le gouvernement. Au-delà des dommages financiers considérables qu'elle entraîne, la fraude aux prestations sociales constitue une atteinte au principe de solidarité et donc au pacte républicain qui fonde, depuis 1945, la sécurité sociale. La lutte contre la fraude est donc à la fois un impératif d'efficacité économique et de justice sociale. Nous avons une idée qui se précise du coût de la fraude aux prestations, que nous évaluons à un montant compris entre 6 et 8 milliards d'euros. C'est beaucoup trop. Encore, cette fourchette ne tient-elle pas compte des erreurs fautives des assurés? Entre 6 et 8 milliards d'euros pour la fraude aux prestations. Je ne parle pas de la fraude aux cotisations, mais de la fraude aux prestations, hors erreur. Vraiment la fraude au sens stricto sensu. L'administration et les caisses de sécurité sociale ont manifestement la volonté d'agir et nous avons constaté des progrès. Mais trop peu de moyens sont encore consacrés au contrôle. La coopération entre administrations pour échanger les données ne progresse pas assez vite. Les fraudeurs ne sont pas sanctionnés de façon suffisamment ferme et systématique. La lutte contre la fraude doit donc devenir une priorité de tout premier plan qui oblige responsables et gestionnaires de la sécurité sociale, mais aussi l'ensemble des assurés sociaux. J'en ai terminé et vous remercie, mesdames et messieurs les députés, pour votre attention et je me tiens à votre disposition ainsi que les magistrats qui m'accompagnent pour répondre à vos questions. Merci bien, Madame la Présidente. Et je vais donc dès à présent passer la parole à Madame la rapporteure générale. Je vous donne le micro. Pardon. Je vais vous laisser. Ah non, là, vous avez... Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je tiens à vous remercier pour la présentation de ce rapport d'application des lois de financement de la sécurité sociale qui intervient pour la première fois au printemps en application du cadre organique renouvelé par la loi dite Meignet du 14 mars 2022. Je salue en particulier la qualité de vos travaux alors que la période de transition issue de cette loi vous a conduit à fournir 2 rapports d'application des lois de financement en peu de temps. J'apprécie également l'attention de la Cour quant à la qualité des annexes qui sont fournies avec la loi d'approbation des comptes dont nous prendrons connaissance aujourd'hui. L'enjeu de ce projet de loi, outre l'approbation des comptes de sécurité sociale pour l'exercice 2022, est en effet la pleine appréhension des dispositions que nous avons adoptées au cours des précédentes lois de financement. Ce faisant, nous continuons le travail que nous avons initié la semaine dernière au cours du printemps social de l'évaluation en commission. Mais nous tâchons aussi d'avoir une vision plus concrète de la situation des comptes sociaux, tant à l'échelle des établissements et des opérateurs qu'à l'échelle de l'ensemble de notre sécurité sociale. Je m'arrêterai d'abord sur ce point avant de revenir sur quelques éléments saillants qui ressortent de vos analyses sectorielles. S'agissant des établissements de santé, vous soulignez dans votre rapport que l'information du Parlement, telle qu'elle devait ressortir de l'annexe 6 au PLFSS, demeure insuffisante à ce stade. Cette annexe, qui constitue également une nouveauté issue de la loi Meignet, est encore incomplète à ce stade sur les questions relatives notamment aux dotations dont bénéficient les établissements par région et par établissement. Cette information expressément mentionnée dans la loi organique serait naturellement précieuse pour les parlementaires comprennent comment se décline notamment le plan décennal d'investissement
en faveur des établissements publics de santé dans le cadre du Ségur. La première annexe à la loi de financement de sécurité sociale 2022 avait un caractère pionnier qui peut expliquer ces carences qui devront être rattrapées dès le prochain exercice. Outre la nécessité d'anticiper l'arrêt des comptes, vous avez identifié un certain nombre d'ajouts ou d'éléments complémentaires qui permettraient de respecter l'intention du législateur et de répondre aux besoins d'information du Parlement. Pouvez-vous revenir sur les fondements de l'opinion de la Cour à ce sujet, la nature des échanges que vous avez eus pour déterminer ces éléments, des éventuels parlementaires vous ont-ils alerté sur ce sujet? J'en viens désormais aux principaux points qui me semblent ressortir de vos analyses par branche. En premier lieu, de manière assez inédite, la Cour indique ne pas être en mesure de certifier les comptes de la branche famille, arguant notamment de carences dans le contrôle interne des erreurs déclaratives à échéance 9 mois et à échéance 24 mois. Pourriez-vous revenir sur les principales raisons qui ont mené à cette décision? Pourriez-vous par ailleurs expliquer quelles sont les conséquences d'un tel refus de certification? S'agissant de la branche maladie, vous abordez une question qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle de la transformation du financement et de l'organisation des soins. J'ai moi-même conduit dans le cadre du printemps de l'évaluation une mission sur les innovations en matière de financement de la santé, qui m'a conduite à analyser les réformes récentes du financement et les expérimentations mises en œuvre dans le cadre de l'article 51. Comme vous le soulignez, certaines donnent des premiers résultats très intéressants en termes de qualité et de pertinence des soins, de motivation des professionnels de santé. Je pense à PEPS, Ipsos Santé, Équilibre. Vous soulignez que le dispositif d'évaluation de ces expérimentations, qui repose sur la CNAM et l'adresse, n'est pas armé pour apporter tous les résultats d'évaluation attendus en temps et en heure, ni pour anticiper une bascule dans le droit commun. Pouvez-vous nous donner une idée plus précise de l'accompagnement qui serait nécessaire pour tirer parti de ces organisations innovantes dans les meilleurs délais? Ne faudrait-il pas que le Parlement soit associé en amont à ces travaux, dans la mesure où ils devront faire l'objet de mesures législatives, probablement, notamment dans le cadre du PLFSS? Vous préconisez par ailleurs une priorisation plus importante des futures expérimentations pour répondre à des orientations prioritaires que vous ne précisez pas. Avez-vous une idée des problématiques sur lesquelles il serait intéressant de mettre l'accent au regard des 122 projets déjà sélectionnés? Vous consacrez ensuite un chapitre de votre rapport à la lutte contre la fraude aux prestations sociales, en soulignant toutes les avancées permises par les dernières lois de financement. Les enjeux de lutte contre la fraude restent toutefois très importants, en particulier au sein des établissements de santé. Vous estimez notamment que les fautes et fraudes à l'assurance maladie représentent un montant de près de 1,3 milliard d'euros de prestations légales versées par la CNAM. Outre la nécessité de mieux évaluer cette fraude, que pouvez-vous proposer pour y remédier? Vous demandez aussi de mieux contrôler les départs à l'étranger non déclarés aux organismes de protection sociale qui pourraient être à la source de fraudes importantes. Le seul accès des organismes de protection sociale au registre national des Français établis à l'étranger suffira-t-il pour tarir cette fraude? Je vous remercie de vos réponses. Merci bien. Et je passe à présent pour 2 minutes la parole à Madame Nicole Dubré-Chirat pour le groupe Renaissance. 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, les travaux de la Cour sont essentiels pour le législateur et vos observations rendent compte des vérifications effectuées en vue de certifier la régularité et la sincérité sur la situation financière du régime général de sécurité sociale pour l'exercice 2022. Cet exercice demeure affecté par la crise sanitaire, comme vous l'avez souligné, avec la suspension de certains dispositifs, mais aussi compte tenu de la faiblesse persistante de contrôle interne. Cela affecte la représentation des droits et obligations des états financiers, mais se traduit par le versement de prestations aux assurés, allocataires, acteurs de santé, en leur faveur avec des indus non mis en recouvrement ou à leur détriment avec des rappels. Comment améliorer cette situation et limiter le nombre d'erreurs? Quelles mesures préconisez-vous pour lutter contre cette fraude? Notez-vous une évolution dans sa prise en charge par les organismes? Vos réserves sont nombreuses sur la branche famille, dont la Cour a refusé de certifier les comptes. Vous soulignez que la situation a peu évolué en 2022. Vous notez des erreurs liées à des données déclaratives non corrigées pour les aides personnalisées au logement et le revenu de solidarité active, plusieurs mois après leur mise en paiement, et des contrôles à un niveau inférieur à la situation d'avant la crise et un modèle d'exploration de données non évalué. Les aides au logement sont-elles affectées par le processus de contemporanéité instauré début 2021, alors qu'elles se référaient avant à des déclarations N-2? Les modifications apportées à la
la prime d'activité, dont le montant a doublé avec une modification des paramètres, semble augmenter les erreurs en lien avec la déclaration des allocataires. Le directeur général de la CNAF a précisé que ce taux d'erreur ne justifiait plus après les 2 années Covid et ne témoigne pas d'insincérité des comptes, mais de la qualité des données entrantes dégradée depuis 2019. Pouvez-vous le confirmer? Quelles seraient les adaptations pour inverser cette tendance? La mise en œuvre de la solidarité à la source au bénéfice des citoyens va supprimer la plupart des obligations déclaratives et diminuer les erreurs. Elle sera mise en place après une expérimentation et généralisée en 2025. Ce processus vous semble-t-il adapté? Est-il utile de renforcer les dispositifs internes ou d'envisager des moyens supplémentaires? Merci bien. Madame Joëlle Mella pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente pour les rapports que vous nous avez faits. Je ferai des remarques sur la forme. La loi organique de 2022 nous permet enfin d'avoir une vue synoptique cohérente associant au même moment la certification des comptes N-1 et l'application des lois de financement de la sécurité sociale de la même année. C'est un outil indispensable pour y voir clair, car depuis 1996, premier rapport d'application et 2006 de certification, les comptes étaient frappés d'erreurs et de dysfonctionnements internes, tout autant que leur synthèse était compliquée. Pour le fond, malheureusement, là, rien ne change. Concernant l'application des lois, vous faites 42 recommandations tous azimuts, certaines nouvelles, novatrices, anticipatrices, d'autres désespérément redondantes, à propos d'organismes, ils étaient en face de nous la semaine dernière pour le printemps de l'évaluation, qui ont droit de vie ou de mort sur les entreprises, qui contraignent les Français et les professionnels de santé jusqu'à l'épuisement. En particulier, vous faites apparaître la nécessité d'une refonte de la maîtrise médicalisée, nous en sommes d'accord. Depuis mai 80, elle a 43 ans, son intérêt reste entier, mais son inefficacité aussi. Concernant la certification, celle des indépendants retrouve 3 anomalies significatives, entre autres sur la comparabilité 22-21, 7 insuffisances d'éléments retrouvant entre autres 4 milliards de créances des entrepreneurs, prouvant ainsi leur grande fragilité, toujours un désaccord majeur sur la comparabilité des comptes 22-21. Concernant le régime général, vous retenez la certification avec réserve des 4 branches en dehors de la famille. Vous mettez tout cela au prix de 54 observations, 11 anomalies comptables significatives et 43 insuffisances d'éléments probants. Vous relevez un taux d'erreur dans la gestion des dossiers de 15% dans les dossiers vieillesse, 10% maladie et des indemnités journalières. En maladie, cela arrive quand même à 3,4 milliards à minima, des erreurs qui seront rapidement prescrites pour certaines. Vous refusez donc la certification de la branche famille pour 6 milliards d'erreurs, alors même que le PLFSS 23 la prévoyait excédentaire. Enfin, la lutte contre la fraude est toujours aussi indigente, récupération de moins de 10% du montant estimé. Il y a donc urgence, madame, à ce que les organismes de sécurité sociale entendent la Cour et que l'État fasse les comptes plutôt que d'augmenter les prélèvements et d'imposer le report de la retraite. Ma question, madame, comment comptez-vous, quelle marge avez-vous pour contraindre les différents organismes que vous contrôlez directement et indirectement? Je rappelle que c'était 2 minutes, ce n'est pas 2 minutes et demie. Oui, Madame la Présidente. Madame Isabelle Valentin pour les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame Maillon, je vous remercie pour votre exposé très intéressant. Comme vous nous l'avez signalé, la Cour a mis en évidence de nombreuses lacunes dans les actions de contrôle interne menées par la branche accident du travail, maladies professionnelles, comme la prise en compte insuffisante des risques de fraude, les erreurs affectant la détermination des taux de cotisation, des indemnités journalières ou encore des rentes pour incapacité permanente. Selon vous, comment résorber ces erreurs ? Dans quelle mesure une persistance de ces défauts de contrôle serait-elle de nature à porter atteinte à la fidélité des comptes ? Ma deuxième question concerne les dépenses croissantes liées à la perte d'autonomie des personnes âgées, dont le nombre augmente chaque année. Le gouvernement a créé une 5e branche dédiée à l'autonomie au sein du régime général de la sécurité sociale. Créer cette branche spécifique devait permettre d'identifier des recettes et des dépenses afin de mettre en évidence l'effort national à consentir pour le grand âge et le handicap. Au titre de l'exercice 2022, la branche autonomie a comptabilisé 36 milliards d'euros de charges et dégagé un excédent de 240 millions. Ainsi, la Cour des comptes a certifié, avec quelques réserves, les comptes de cette branche. Malgré cet excédent, ce dont nous nous réjouissons bien entendu, nous sommes toujours aujourd'hui dans l'attente d'une véritable loi grand âge et autonomie. Le mois dernier, nous nous sommes retrouvés avec une proposition de loi « Bâtir la société du bien vieillir en France » qui ne correspond absolument pas à ce qu'attendent les professionnels de santé du domicile, les personnes âgées et leurs familles.
surtout sans aucun moyen supplémentaire. Selon vous, renoncer à une véritable loi grand âge et autonomie est-il un choix purement financier en vue de baisser la dépense publique ? Merci bien. La parole est à Monsieur Nicolas Turquois, n'est pas là. Monsieur non plus. Monsieur François Gernigon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame Amaillon, merci et bravo pour l'élaboration des rapports et sa présentation pédagogique. Le rapport portant sur l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale met entre autres en évidence la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales. En septembre 2020, la Cour des comptes a formulé une série de recommandations visant à combattre plus efficacement ce fléau. Ce rapport analyse les progrès réalisés notamment suite à ces recommandations et offre une évaluation actualisée des actions entreprises pour lutter contre la fraude ces dernières années, tout en soulignant la nécessité de renforcer davantage les mesures. Parmi les recommandations de la Cour des comptes figurent le renforcement des contrôles et des sanctions, l'amélioration de la coordination entre les différents organismes de sécurité sociale, ainsi que le recours accru aux nouvelles technologies pour détecter les fraudes. Le gouvernement a fait déjà plusieurs annonces, comme la fin du versement d'allocations sociales sur des comptes bancaires extra-européens, par exemple. Par ailleurs, le rapport souligne les défis auxquels est confrontée la lutte contre la fraude aux prestations sociales en raison de la crise sanitaire. En effet, cette crise a entraîné une augmentation du nombre de demandeurs d'aide sociale, rendant ainsi plus difficile le contrôle des bénéficiaires. Par conséquent, le rapport met en avant l'importance de maintenir une vigilance accrue dans ce domaine et de poursuivre les efforts déployés pour combattre la fraude aux prestations sociales. Dans le cadre de cette problématique, comment la Cour des comptes étudie l'engagement pris par le gouvernement de mettre en place un versement automatique des prestations sociales à la source, qui sera expérimenté dans plusieurs territoires, zéro recours. Pouvez-vous nous dire si des prévisions quant à l'impact de cette mesure sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales et ses conséquences sur les comptes de la sécurité sociale sont étudiées en amont de ces expérimentations? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Monsieur Sébastien Pétavy pour le groupe écologiste NUPES. Je vous donne le... Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la 6e Chambre de la Cour des comptes, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Madame la Présidente pour la présentation conjointe de ces travaux, incluant enfin la tant attendue étude d'impact précise sur la réforme des retraites. Il est enfin écrit noir sur blanc que les effets de la réforme des retraites sont limités sur les déficits de la branche vieillesse et confirme que le choix a donc été fait de faire travailler les gens plus longtemps pour une économie dont le solde net serait de 7 milliards d'euros d'ici 2030. C'est sans compter sur le fait que ces estimations sont faites sur des hypothèses favorables de productivité et d'un chômage en baisse, dont la traduction se fera dans les réformes gouvernementales à venir, travailler encore plus et travailler moins bien, le tout quand la société appelle à la réduction du temps de travail et à travailler mieux. Le groupe écologiste se réjouit également que votre juridiction s'attache à souligner les facteurs structurels des inégalités de pension entre les femmes et les hommes que nous avons dénoncés, mais sans succès. Puisque nous semblons précurseurs, nous soulignons, dans la perspective de vos futurs travaux sur l'application de la LFRSS 2023, qu'il serait particulièrement intéressant de bénéficier d'une étude sur les coûts réels induits par le report de l'âge légal, notamment sur la hausse des dépenses sociales. Le groupe souhaite également exprimer sa vive inquiétude sur la progression de l'ONDAM, hors Covid, qui reste trop en deçà de l'inflation attendue. Pour nous, cette perspective trop contrainte ne doit pas conduire à rechercher des économies d'efficience du système de soins et à la contraindre davantage, mais à rectifier l'ONDAM à la hausse pour tenir compte de l'inflation réelle. N'ajoutons pas de la crise sur la crise. Si la Cour a certifié avec réserve les comptes de la sécurité sociale, à l'exception de la branche famille que votre juridiction a refusé de certifier, cette situation aboutit de manière systématique à la qualification d'anomalie significative, ce qui nous préoccupe fortement. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente,
Tout à l'heure, vous avez évoqué le déséquilibre à venir des comptes de la sécurité sociale et ça plaide, de mon point de vue, pour que on discute les exonérations massives que nous votons à chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale qui concourt à assécher les financements dont elle aurait besoin pour faire face. D'ailleurs, vous évoquez vous-même dans le rapport que vous faites, comme vient de le dire Sébastien Paitavi à l'instant, les effets comptables qui ne sont pas à la hauteur de ceux qu'ils étaient annoncés, non pas de la réforme des retraites, mais du PLFSS rectificatif. Les effets réels, eux, seront bien au rendez-vous et c'est la confirmation à nos yeux. Certains l'utiliseront pour dire que cette réforme était nécessaire et qu'il en faudra d'autres qui aillent plus loin, mais au contraire que ça n'est pas le bon levier. Sur l'article 51 et les expérimentations, vous appelez à ce qu'on fasse une évaluation de tout cela et qu'on prenne un certain nombre de décisions plus structurées, si je comprends bien ce que vous avez dit. Et effectivement, il y a un certain nombre de dispositions qui sans doute méritent d'être mises en œuvre, et d'autres pas. Et c'est bien le tri qu'il faut faire dans ces expérimentations et ne pas considérer qu'une expérimentation ayant été lancée, elle doit nécessairement aller à son terme. Enfin, suite à la publication de votre rapport, vous n'avez pas certifié les comptes de la CNAF et le fait est que les sommes que vous pointez du doigt, les 5,8 milliards d'euros d'erreurs sont conséquentes et nous souhaiterions que vous puissiez nous préciser la composition de ces 5,8 milliards d'euros et notamment la part estimée de la fraude sociale parce que nous avons constaté une utilisation, une sorte de mélange dans le débat public entre le montant estimé de la fraude sociale et ces 5,8 milliards d'euros. Il nous semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et comment calculez-vous les estimations que vous nous avez données tout à l'heure sur la fraude sociale ? Merci bien. Monsieur Paul-André Colombani pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Madame la Présidente de la 6e Chambre de la Cour des comptes, donc, je souhaitais, au nom de mon groupe, vous interroger sur l'efficacité de la réforme des retraites. Nous avons à ce stade une seule certitude, c'est l'importance du coût social qu'elle va engendrer. C'est logique puisqu'elle a été faite pour des motifs comptables et budgétaires et pourtant, même sur cet aspect-là, elle ne semble pas remplir ses objectifs. Vous le dites dans votre rapport, la réforme des retraites n'a modifié qu'à la marge la prévision de déficit pour 2023. Celui-ci s'aggravera à nouveau en 2024 et la réforme ne devrait pas permettre de le rétablir rapidement. Je vous cite à nouveau quand vous dites que dans le champ des régimes de base de la sécurité sociale, la réforme n'aura d'effet financier favorable que progressivement et que son gain net resterait limité à 1 milliard d'euros en 2025 et à 2 milliards d'euros pour 2026. Tout ça pour ça, a-t-on envie de dire. Pour moins que ça même, puisque le gouvernement nous a fourni une étude d'impact très lacunaire et sans chiffrage sur les effets indirects de la réforme. Les études montrent qu'ils amoindrissent tout de même la portée de la réforme d'au moins 25 à 30%. Cela est considérable. Aussi, nous aurions souhaité avoir de votre part une estimation réelle sur l'ampleur du déficit à venir et sur le véritable impact qu'aura cette réforme dans sa version amendée. Je voulais aussi un petit peu réagir quand j'entends en 2023 encore une fois parler d'économies possibles sur les génériques. Moi, quand je regarde ce qui se passe en Allemagne, le problème est réglé depuis 1989. Quand un médicament générique existe, il est remboursé sur la base du générique, il n'y a plus de débat possible autour. C'est une solution qui est équitable pour tout le monde et on n'en parle plus. S'il y a une volonté si un jour il y a une volonté de résoudre ce problème, on prend le système allemand, on transpose le système allemand et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas déjà fait. Très bien, merci bien. Donc je passe la parole aux questions de députés. J'ai 3 petites questions. Madame Vidal. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Amaillon, merci pour votre présentation et l'ensemble de vos travaux qui viennent utilement éclairer l'évaluation de l'application des lois de finances de la sécurité sociale, même si nous ne pouvons que regretter l'absence de certification de certains comptes. J'aimerais revenir sur les questions relatives à la branche autonomie mise en place en 2020. Vous pointez des erreurs affectant le financement des établissements et services médico-sociaux, notamment sur la coexistence de plusieurs bases de données sans interface, sur la faiblesse des contrôles a priori et a posteriori sur les règlements de dotation et forfait de ces établissements, ainsi que sur le contrôle interne des prix de journée.
Quelles actions recommandez-vous eu égard à ces dysfonctionnements et quels sont les impacts directs sur les établissements à l'heure où ils connaissent des difficultés financières notables? Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Fabien Di Filippo. Oui, c'est 2 minutes, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je tiens à adresser mes remerciements à la présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes pour ces données très intéressantes. Vous nous apprenez donc que la fraude aux prestations sociales serait de 6 à 8 milliards d'euros, ce qui est un chiffre assez considérable puisque c'est l'équivalent d'un budget comme celui de la justice dans notre pays. Et si on y ajoute encore certaines fraudes à la sécurité sociale, voire à l'aide médicale d'État pour les clandestins, dont certains font un usage abusif, eh bien, on aurait des chiffres encore supérieurs. C'est inacceptable parce que notre système social en France est très généreux. C'est inacceptable parce qu'il est financé par des taxes et des prélèvements très élevés sur les ménages et sur les entreprises. Et c'est aussi inacceptable parce que ces fraudes, souvent, elles ne bénéficient pas aux plus modestes, mais à des personnes qui en font une activité lucrative et illégale. Alors mes questions sont simples. Quelle est l'évolution des chiffres de cette fraude aux prestations sociales? Décèle-t-on une efficacité des contrôles? Je veux dire par là, quand on rajoute des contrôleurs, quel est le niveau de la rentabilité des fraudes qu'ils arrivent à détecter et à empêcher? Voyez-vous des leviers supplémentaires pour juguler cette fraude sur les conditions d'accès aux prestations, sur les contrôles a posteriori avec davantage d'effectifs? Et puis enfin, une question tout à fait différente. Quelles sont, selon vous, les principales conséquences des évolutions démographiques actuelles et à venir, comme la chute de la natalité, surtout sur les principaux comptes sociaux de notre pays, avec des déséquilibres de la pyramide des âges qui vont se renforcer dans les années à venir? À quoi doit-on se préparer pour adapter notre modèle social? Merci beaucoup. Merci bien. Madame Josiane Corneloup. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes. La Cour des comptes a constaté que la situation financière de la France en 2023 restera parmi les pires de la zone euro. Elle estime ainsi qu'il n'est plus possible de repousser le redressement des finances publiques. Le rapport indique que malgré la réforme des retraites, le déficit devrait continuer de se dégrader pour ce qui est de la sécurité sociale. Bien que le déficit se soit amélioré en 2023, cette amélioration ne devrait être que temporaire et un effet négatif est attendu dès 2024. Ainsi, des mesures sont à prendre et des évolutions sont certainement nécessaires. La Cour nous informe qu'il faudrait mettre en place rapidement des actions à grande échelle qui auraient pour but de mieux détecter les fraudes dans un premier temps, puis de les prévenir et de les sanctionner dans un second temps. Des solutions sont proposées telles que l'augmentation du nombre de contrôleurs ou encore l'application réelle des textes réglementaires. En effet, une ordonnance du 18 novembre 2020 oblige par exemple les établissements de santé ainsi que les soignants à rédiger des ordonnances au format numérique et non plus au format papier. Pourtant, en septembre 2022, seulement 259 médecins utilisaient le service d'ordonnance numérique. Ces chiffres nous montrent que nous pouvons espérer d'importantes améliorations si les mesures nécessaires sont mises en place. La marge de manœuvre est donc importante. Au regard de la nécessité que nous avons de redresser ces finances publiques, avez-vous une connaissance précise des délais dans lesquels nous pourrions constater des améliorations? Enfin, peut-être avez-vous également des préconisations quant à d'autres mesures à mettre en place qui participeraient à rendre plus efficace la lutte contre les fraudes à la sécurité sociale? Je vous remercie. Merci bien. Eh bien, après toutes ces interventions et ces questions, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, beaucoup de questions. Les questions peut-être de la rapporteure générale, mais qui recoupent un certain nombre d'autres questions qui ont été posées. Alors d'abord sur l'annexe 6, cette nouvelle annexe financière dont nous estimons qu'elle n'est pas suffisamment précise et pas suffisamment riche pour informer correctement le Parlement. Au-delà des délais de versement des dotations aux établissements et des délais dans lesquels sont établis leurs comptes que j'ai évoqués tout à l'heure, cette annexe 6 pourrait être améliorée pour donner des éléments sur la formation du résultat des hôpitaux, c'est-à-dire la dynamique des ressources, la dynamique des dépenses et la manière dont se forme le résultat par type d'hôpital, par CHU, centres hospitaliers locaux, cliniques privées à but lucratif, établissements de santé privés à but non lucratif. Et c'est ce découpage fin que nous appelons de nos voeux, que nous estimons indispensable. Nous estimons également indispensable d'enrichir cette annexe avec des explications sur la distribution des dotations qui sont versées aux établissements hospitaliers, notamment les MIGAC. Et enfin,
nous nous souhaitons que cette annexe puisse éclairer sur les conséquences des plans d'investissement et des aides à la restauration des moyens financiers qui ont été consentis envers les hôpitaux, sur l'évolution de la dette de ces établissements. Aujourd'hui, les choses ne sont jamais mises en parallèle. Et c'est ça qu'il faudrait, nous semble-t-il, mettre en parallèle pour éclairer parfaitement le Parlement. Sur la certification, donc, il y a eu beaucoup de questions sur la certification. Alors, je rappelle que ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes refuse de certifier les comptes de la branche famille. Nous avons refusé de les certifier en 2011 et en 2008 déjà. Et nous avons déjà refusé de certifier aussi un certain nombre d'autres branches. Donc voilà, ça n'est pas une nouveauté. Et dans le cadre de sa mission de certification, la Cour formule une opinion sur les comptes des branches du régime général. Et cette année, donc les comptes de la branche famille, la situation de la branche famille nous a amené à constater que nous n'étions pas en mesure de certifier les comptes pour 3 raisons principales. Donc ces 3 éléments qui ont fondé le refus de certification sont les suivants. D'abord, je les ai cités tout à l'heure dans mon propos, une dégradation des indicateurs de risque financier résiduel après contrôle interne, c'est-à-dire les risques, le montant des risques qui sont évalués après les contrôles diligentés par l'ordonnateur ou par le directeur comptable et financier. Pour une grande partie des opérations comptabilisées dans les caisses du régime général, l'efficacité des dispositifs de contrôle interne est mesurée par des indicateurs financiers de risque résiduel dont nous examinons le périmètre, la fiabilité et le niveau. Les caisses nationales ont une obligation réglementaire depuis 2013 d'établir des indicateurs qui mesurent ce risque financier résiduel. Or, pour la CNAF, je l'ai dit tout à l'heure, l'indicateur mesuré après 9 mois de contrôle, puis après 24 mois, ces 2 indicateurs sont mauvais puisqu'ils montrent pour le premier des erreurs importantes, puisqu'elles représentent, je vous l'ai dit, un quart des montants versés pour la prime d'activité, par exemple. Et sur l'indicateur 24 mois, nous avons relevé qu'il montrait que les montants d'erreurs, aussi bien en rappel en indu qu'en rappel, étaient de 5,8 milliards d'euros. Sur ces 5,8 milliards d'euros, il y a à peu près 80% de montants indûment versés et 20% de rappels, c'est-à-dire de prestations qui auraient dû être versées et qui ne l'ont pas été. Deuxième élément qui a fondé notre décision de ne pas certifier, c'est que malgré l'évolution défavorable de ces indicateurs, la branche famille a maintenu ses contrôles à un niveau inférieur à la situation antérieure à la crise sanitaire. Et donc, non seulement elle n'a pas augmenté le nombre de ses contrôles, mais elle a réduit les actions de supervision des dits contrôles au sein des caisses d'allocation familiale. Par ailleurs, elle utilise des outils qui ne sont plus du tout adaptés aux nouveaux risques. Donc la CNAF nous fait valoir que les rendements de ces contrôles ont été améliorés de quelques 21% depuis 2017. Mais nous constatons que, certes, les rendements des contrôles ont augmenté, mais que les erreurs ont augmenté bien plus vite puisqu'elles ont doublé en 4 ans. Troisième élément qui a fondé notre refus de certifier, c'est l'absence de perspective de redressement rapide de la situation. La branche a renvoyé la constatation de progrès à l'utilisation du DRM, du dispositif de ressources mensuelles, et aux évolutions des systèmes d'information. 2 choses qui, en effet, nous sommes d'accord, devraient contribuer à améliorer les indicateurs de risque financier résiduel. Mais on n'a pas senti une volonté de modification de la politique de contrôle interne autre que attendre finalement 2025 que les fruits, j'allais dire, du DRM et le fruit des évolutions des systèmes d'information tombent mûrs dans l'escarcelle de la CNAF. Sur les conséquences du refus de certifier, alors, les conséquences du refus de certifier, elles sont surtout réputationnelles. Elles pourraient être d'abord de convaincre la caisse elle-même de ne pas certifier, compte tenu de la non-certification par la Cour, de ne pas approuver, les comptes qui lui sont soumis. Or, nous avons appris que
la CNAF a approuvé hier, le Conseil de la CNAF a approuvé hier les comptes, donc en dépit de la non-certification par la Cour. Donc, ce qui reste, c'est évidemment un risque réputationnel qui va obliger la CNAF et sa tutelle à améliorer le contrôle interne. C'est ce qui s'était passé en 2011. La situation était dégradée, nous avions refusé de certifier, et il y a eu une prise de conscience par la CNAF telle qu'elle est devenue finalement le bon élève de la classe. Et en matière de lutte contre la fraude, la CNAF a fait énormément de progrès à partir de la non-certification des comptes 2011. Et puis, donc, plusieurs années de progression indéniable, et puis une dégradation depuis ces dernières années très sensible qui nous a amenés finalement à ne pas certifier. Et nous espérons, puisque vous posez la question des effets de la non-certification, nous espérons que la CNAF saura se ressaisir comme elle l'avait fait en 2011. Alors, sur l'article 51, les expérimentations au titre de l'article 51, puisque là aussi il y a eu plusieurs questions là-dessus. Quel accompagnement nous recommanderions? Alors, nous ne recommandons pas, nous, particulièrement, un accompagnement, parce que nous n'avons pas évalué les expérimentations elles-mêmes. Nous avons évalué le dispositif permettant ces expérimentations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il est un peu tôt pour évaluer les expérimentations elles-mêmes. On le fera dans quelques années et on reviendra, j'espère, vers vous pour vous en faire part. Mais nous avons évalué là le dispositif qui a été mis en place par la LFSS 2018. Et nous, sur les 120 expérimentations, encore une fois que nous n'avons pas regardé les unes après les autres, mais nous avons regardé l'ensemble et nous avons soulevé les différents problèmes que sont d'une part l'absence de pilotage et surtout l'absence d'arbitrage. C'est-à-dire, une fois que les expérimentations sont conduites, il faut décider soit de les arrêter, soit de les généraliser, soit éventuellement de les continuer à une échelle plus large si jamais les résultats sont incertains. Mais il faut prendre une décision. Et c'est un peu pour ça que nous alertons. Rien ne serait pire que de ne pas prendre de décision et de laisser les choses flotter avec une impression de manœuvre un peu dilatoire pour éviter de prendre les décisions ou les mesures qui s'imposent. Sur la lutte contre la fraude, alors la lutte contre les fraudes, là aussi il y a eu pas mal de questions. Sur la lutte contre la fraude, alors nous estimons que des progrès importants restent à faire, à plusieurs niveaux. Même si nous constatons, je le dis tout à l'heure, de réels progrès, une réelle prise de conscience, notamment du côté de l'assurance maladie. Ce que nous préconisons, c'est un changement d'échelle. C'est un changement d'échelle. Alors nous le préconisons depuis plusieurs années. Nous commençons à être entendus. Nous commençons à être entendus. Et c'est encourageant. Mais aujourd'hui, il faut y accorder davantage de moyens. Alors davantage de moyens, ça n'est pas nécessairement davantage de moyens humains. C'est aussi et avant tout davantage de moyens informatiques. Autrement dit, il faut que les caisses se dotent leur système d'information de la capacité à identifier les fraudes a priori. C'est assez simple, dans un certain nombre de cas, de bloquer, de faire des systèmes bloquants et empêchant un certain nombre d'actes dont on sait qu'ils sont incompatibles entre eux. Je pense à des actes infirmiers, mais également à des actes médicaux. Et le système informatique pourrait les bloquer. C'est ce que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs années. La CNAM attendait d'avoir à refondre complètement son système d'information, ce qui est le cas en ce moment, pour mettre en place ces outils. Donc nous ne désespérons pas, mais au-delà de la CNAM, ce qui est vrai pour la CNAM l'est vrai aussi pour d'autres branches. Donc nous comptons beaucoup sur les outils informatiques, d'une part les systèmes d'information, d'autre part d'autres systèmes qui implique l'usage de la numérisation, l'usage accru de la numérisation. Il a été fait allusion à la e-prescription, donc la prescription médicale électronique, qui est un des outils, évidemment ce n'est pas le seul but, mais qui sera un des outils évidents de lutte contre la fraude. Donc plus on développera ces outils, et plus on éradiquera la fraude a priori. Il restera toujours de la fraude à contrôler a posteriori, qui nécessitera des moyens humains, et notamment, s'agissant de l'assurance maladie, des moyens du service médical. Mais ces moyens pourraient être redéployés par tout ce qui...
tous les contrôles qui ne seront pas diligentés du fait de meilleurs contrôles a priori. Mais nous insistons aussi sur le fait qu'un certain nombre de décrets d'application nécessaires pour la lutte contre la fraude soient pris. Or, nous constatons qu'un certain nombre de ces décrets, ou la quasi-totalité, n'ont toujours pas été pris. Et donc, nous alertons aussi sur la nécessité de prendre ces décrets sans lesquels les mesures législatives resteraient vaines. Nous invitons aussi à ce que la lutte contre la fraude et des objectifs chiffrés et ambitieux figurent dans les conventions d'objectifs et de gestion. Sur le recouvrement des indus, de gros progrès restent à faire. Autant on sent un frémissement et des progrès dans la lutte contre la fraude, mais dans le recouvrement des indus, les indus recouvrés représentent entre 1 et 10% des montants fraudés. On est donc très très loin du compte. Et les sanctions doivent être appliquées de manière beaucoup plus ferme, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors les choses sont un peu différentes selon que l'on considère la fraude aux prestations sociales servies par la branche famille et qui s'adresse essentiellement à des particuliers. La fraude émane donc de particuliers, que ce soit des particuliers individuels ou de la fraude en bande organisée qui existe aussi. Et la fraude de la branche maladie qui est le fait essentiellement des professionnels de santé et non pas des patients. 80% de la fraude à l'assurance maladie est le fait des professionnels de santé. Alors, c'est des médecins, des transporteurs sanitaires, des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes, des chirurgiens dentistes, etc., de tous les professionnels de santé. Alors, sur le point particulier de la fraude à la résidence, là aussi, des progrès importants restent à faire, qui nécessitent notamment de donner accès aux caisses de sécurité sociale à des fichiers, notamment aux fichiers des personnes résidentes à l'étranger. Aujourd'hui, ces croisements de fichiers ne sont pas automatiques. Or, il y a plus de 2 millions d'assurés qui ont quitté la France sans avertir les caisses primaires d'assurance maladie ou qui ne sont plus titulaires d'un titre de séjour, alors que leurs droits à l'assurance maladie sont restés ouverts. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on a plus de 2 millions de fraudeurs, mais on a 2 millions de personnes qui ne devraient pas avoir des droits ouverts et qui les ont encore, ce qui induit des montants injustifiés de frais de santé versés à ces personnes. Alors, pardon, je me perds dans mes papiers. Voilà. Alors, sur les mesures de lutte contre la fraude que nous préconisons, alors j'ai évoqué tout à l'heure les systèmes d'information avec des paramétrages des systèmes d'information qui doivent permettre de bloquer la fraude a priori. J'ai évoqué, et vous l'avez fait aussi, la e-prescription. On peut évoquer d'autres systèmes de lutte contre la fraude, alors en particulier le croisement des fichiers. Alors, des progrès ont été faits, notamment entre la sphère fiscale et la sphère sociale, puisque la sphère sociale a dorénavant accès à un certain nombre de données fiscales. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué à travers vos questions, le dispositif de ressources mensuelles et la solidarité à la source, qui doivent, même si ça n'est pas évidemment leur objectif premier, mais qui devraient aboutir logiquement, et nous attendons 2025 avec impatience pour en voir les résultats, mais qui devraient logiquement aboutir à diminuer sensiblement un certain nombre de types de fraudes aux prestations. Alors oui, on va passer aux questions sur les retraites, puisqu'il y a eu plusieurs questions sur les retraites.
Alors effectivement, les retraites, j'ai dit dans mon propos introductif et nous montrons dans le rapport que la réforme des retraites ne suffit pas à elle seule à rétablir l'équilibre des comptes, même s'il y contribue, mais il n'y suffit pas. Alors la question a été posée des coûts réels induits par la réforme des retraites. Nous n'avons pas cette information. Nous avons juste le coût des mesures votées par le Parlement pour favoriser le vote de la loi sur les retraites, et puis le coût des retraites, donc avec le coût net que je vous ai cité tout à l'heure, de 7 milliards. Alors les 7 milliards d'euros de déficit, c'est uniquement... D'amélioration, pardon. Les 7 milliards d'amélioration des retraites suite à la réforme ne portent que sur les régimes de base. Il faut que ça soit précisé. J'ai rien sur la retraite. Alors, oui, on est à peu près à un montant presque 2 fois plus élevé, enfin de 13 milliards d'euros, si on inclut l'État et les régimes complémentaires. Oui, c'est ça. Oui, j'ai dit 13 milliards, ce serait même 14 milliards. Hein. Donc nous, ce sur quoi nous avons attiré l'attention, c'est sur le fait que les effets financiers, c'est ce que je viens de dire, des mesures sociales compensatoires sont plus rapides que ceux des mesures de report d'âge. Donc on a un décalage dans les premières années, et la réforme aura donc des effets très réduits finalement les 2 premières années de mise en route, jusqu'à les 3 premières années jusqu'à l'horizon 2026, fin 2026 inclus. Et c'est à cet horizon que les déficits sociaux vont se creuser. À plus long terme, la réforme ne permet pas, je viens de le dire, de rétablir l'équilibre des comptes sociaux. Et par ailleurs, nous avons attiré l'attention sur l'augmentation préoccupante, très préoccupante, du déficit de la CNRACL, qui atteint pas loin de 2 milliards d'euros en 2022 et qui devrait atteindre 6,6 milliards d'euros en 2030, malgré le relèvement de 1 point du taux de cotisation patronale en 2024. Donc, la situation de la CNRACL nous paraît particulièrement préoccupante. Sur l'ONDAM, qui évolue dans les prévisions du gouvernement à un rythme inférieur à l'inflation, nous sommes assez préoccupés aussi. Nous trouvons que les hypothèses du gouvernement sont particulièrement optimistes. Nous n'avons jamais vu depuis 10 ans l'ONDAM évoluer de manière sensiblement inférieure à l'inflation. Donc nous sommes un peu dubitatifs. Et nous avons... alors on nous a posé la question des moyens que la Cour proposait pour essayer de tenir dans un rythme d'évolution des dépenses compatible avec l'ONDAM. Alors je vais peut-être, mais je ne botte pas en touche, c'est plutôt du teasing, si je peux me permettre. Le Premier président a annoncé ce matin qu'au mois de juin, la Cour des comptes rendrait publique 9 notes structurelles thématiques comme exercice d'accompagnement, disons, de la réflexion du gouvernement sur la revue des dépenses publiques. Donc la Cour des comptes souhaite y contribuer. Et en matière de santé, nous allons remettre une note thématique qui portera spécifiquement sur les soins de ville. Les soins de ville, la régulation sur les soins de ville nous paraît aujourd'hui insuffisante. Et je vois un côté dubitatif chez la rapporteure générale. Cette note sera la somme d'un certain nombre de contrôles réalisés par la Cour depuis les 5 dernières années et qui portent sur les soins de ville. Et nous proposons un certain nombre de pistes pour réguler les soins de ville, puisque
nous constatons que des outils de régulation dans certains domaines existent et qu'ils fonctionnent. Et donc, nous invitons les pouvoirs publics à s'inspirer de ces modèles de régulation qui existent et qui fonctionnent pour les étendre à d'autres domaines. Sur oui, les médicaments génériques, appliquer le système allemand, mais commençons par appliquer le système français complètement, ce sera déjà bien, c'est-à-dire que si les règles étaient respectées et s'il était fait appel systématiquement au générique quand il existe, ce qui n'est pas toujours le cas, quand il existe et qu'il est totalement identique au princeps, on aurait fait un progrès. Alors, le médicament pose d'autres sujets, hein, d'autres problèmes que l'utilisation du générique versus le princeps. On a, et là je vous invite à lire la note soins de ville qui sortira dans un mois, mais on a évidemment d'autres sujets sur les médicaments et sur les dispositifs médicaux, sur les médicaments, notamment la fixation du prix des médicaments. La Cour des comptes a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Il y a quelques années, dans le RALF, c'est déjà, et se réexprimera sur le sujet lors de la note thématique sur les soins de ville. Mais voilà, le générique n'épuise pas le sujet du médicament, loin de là. Je voudrais juste préciser donc, ce point-là. Des questions ont été posées également sur la branche autonomie, les spécificités de la branche autonomie. Alors effectivement, ça n'est que la deuxième année que nous certifions les comptes de la branche autonomie. Nous constatons un certain nombre d'erreurs, mais pas suffisamment significatives pour aller au-delà de ce que nous avons fait, c'est-à-dire des insuffisances d'éléments probants ou des anomalies significatives. Et nous donnons à la branche le temps de se doter des outils, des moyens humains nécessaires à une amélioration de ses comptes et de sa gestion. Nous lui donnons donc un peu de temps. Nous avions relevé tout de même en anomalie significative les écritures comptables. Voilà, la suppression d'écriture comptable qui avait disparu du système d'information, qui était liée à un défaut d'utilisation, enfin un défaut, non pas d'utilisation, un défaut intrinsèque du logiciel comptable utilisé par la branche autonomie, logiciel dont nous nous sommes aperçus qu'il était utilisé par bien d'autres établissements ou collectivités publiques. Nous avons donc alerté le ministre des Finances via notre parquet général sur l'utilisation de ce système d'information qui permettait de radier des écritures comptables une fois qu'elles étaient passées. Sur les leviers complémentaires de lutte contre la fraude, je les ai évoqués. Les délais dans lesquels nous allons constater ou nous pourrons constater une amélioration, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas. Évidemment, nous souhaitons que cette amélioration intervienne rapidement, mais si toutes les mesures que nous préconisons sont mises en œuvre à une échéance rapide, l'amélioration peut être assez rapide. Si ce que fait la CNAM aujourd'hui, elle l'avait fait lors des premiers contrôles sur la lutte contre la fraude de la Cour des comptes, on aurait gagné 10 ans. Donc voilà, je n'ai pas la réponse à cette question, je peux juste inviter les opérateurs à s'inspirer de nos recommandations dans les meilleurs délais. Voilà, je crois ne pas avoir oublié de questions fondamentales. Très bien. Alors, je ne vais pas encore vous libérer puisque M. Delaporte, qui devait s'exprimer pour son groupe, est arrivé en retard, mais était occupé. Donc voilà. Alors, Madame la Présidente a déjà donné beaucoup de réponses, donc évitez une question où il y a de la redondance, puisque vous avez entendu toutes les réponses de Madame la Présidente. Je vous mets la pression, Monsieur Delaporte, et je vous donne le micro. Non, mais c'est une question de calcul et de compte. Je vous remercie, Madame la Présidente, de me donner la parole et vous prie d'excuser donc mon absence qui était à une préparation de commission mixte paritaire qui a lieu demain. Écoutez,
J'ai entendu vos réponses, notamment sur la question des retraites, la page 11, notamment de la synthèse, qui sont intéressantes. Donc vous dites que la réforme des retraites n'a pas suffi à rétablir les comptes, vous l'avez redit, vous avez été questionné là-dessus. Mais moi, j'aurais une question assez spécifique sur le chiffrage des dépenses sociales induites par la réforme, ASS, RSA, pension d'invalidité, qui avait été chiffré à 3,5 milliards d'euros par an. Vous avez indiqué, il y a un graphique où on voit que c'est un peu pris en compte, mais si on fait le total, on rajoute par exemple les dépenses d'indemnisation chômage chiffrées à 1,5 milliard d'euros par an par l'UNEDIC, ça fait 5 milliards d'euros par an. Et donc, si on part sur un gain net à horizon 2030 de 7,1 milliards d'euros par an, est-ce que ce gain net que vous évoquez tient compte en fait de ces 5 milliards de dépenses sociales qui sont induites par la réforme? Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on serait plutôt de l'ordre d'un gain net qui serait autour de 3 milliards d'euros par an de la réforme, soit à peu près l'équivalent du montant, par exemple, de la suppression de l'ISF en 2017. Mais voilà, j'aimerais que vous puissiez me préciser si mes calculs sont exacts ou non. Madame la présidente, allez-y. Merci. Alors, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas pouvoir vous dire si vos calculs sont exacts ou pas, puisque nous n'avons pas fait l'exercice, cet exercice à spectre large, j'allais dire, que vous avez, semble-t-il, conduit. Donc, nous en sommes tenus au strict périmètre de la réforme des retraites. Voilà. Très bien. Merci bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Remercier également, bien sûr, pour toutes les réponses. Remercier aussi mes collègues. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h15 pour l'audition du ministre de l'Action et des Comptes publics qui nous présentera le projet de loi d'approbation, cette fois-ci, des comptes de la Sécurité sociale de l'année 2022. Donc, une audition qui sera très intéressante. Donc, je compte sur votre participation le mardi à 17h15. Après, autrement dit, les QAG. Voilà, je vous remercie. Merci bien, Madame la Présidente. Et je vous dis à très bientôt, après cette journée de travail intense.